Salut les gens, bienvenue. Vous êtes de sacrés vénards, vous savez, parce qu'aujourd'hui encore c'est moi le taulier. Autrement dit, j'ai carte blanche. Here we go. Donc parlons de convergence évolutive. L'autre bigleux a introduit le sujet dans la première partie de l'épisode 8 de dépression sélective, donc on va directement se débarrasser de ce que je vais appeler l'instant définition chiante Wikipédia. Fun, on s'éclate! Fun! Troll. J'avoue, un peu. En gros, lorsque deux espèces sans lien de parenté direct ont des modes de vie équivalents ou sont soumises à des pressions de sélection similaires, la réponse adaptative sur leur gueule va être sensiblement la même. On va donc arriver à des formes et des comportements très proches. On dit que ces espèces ont des caractères analogues, qui se ressemblent mais sont apparus indépendamment chez chacune en réponse à des contraintes comparables. On les met alors en opposition avec ce qu'on appelle des caractères homologues, c'est-à-dire des caractères semblables présents chez deux espèces car hérités d'un ancêtre commun. Vous inquiétez pas, on passe aux exemples. On connaît beaucoup de cas de mammifères marsupiaux présentant des caractères très similaires à ceux de mammifères placentaires, donc deux groupes ayant évolué en parallèle puisque leur séparation d'un point de vue phylogénétique date de l'ère des dinosaures. Le Mésozoïque ou ère secondaire. Par exemple, le loup de Tasmanie, de son petit nom thylacine, disparu au début du XXe siècle, exterminé par l'homme. Ce prédateur australien ressemblait beaucoup au canidé, pourtant son plus proche parent actuel est le diable de Tasmanie. Oui, comme Taz. Vas-y, t'en meurs d'envie. Quel est cet ouragan? C'est Taz, un gars un peu gourmand. Ici on vit en cœur, larguez vos persécuteurs et venez faire les fous avec nous. Autrement dit, il était bien plus proche du kangourou que du loup. Et à y regarder de plus près, ça se voit dans la structure de son squelette. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on reconnaît une convergence. L'aspect extérieur est proche, mais la structure interne est généralement très différente. Du coup, l'anatomie comparée peut parfois nous induire en erreur, même si c'est un formidable outil et surtout quasiment le seul utilisable en paléontologie. Mais la génétique reste beaucoup plus précise et peut amener à des surprises. D'où l'erreur de Linné quand il a pris la baleine pour un poisson. Tout à fait, et je vais y venir. Mais sérieusement, allez voir si ce n'est pas déjà fait les vidéos évolution des clés pour comprendre. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 3 de dépression sélective. On trouve ainsi des tas de cas actuels en Australie de marsupiaux ressemblant à des placentaires de chez nous, souris, taupes, etc. Et aussi dans les fossiles. Lorsque l'Amérique du Sud était encore isolée comme l'Australie, les marsupiaux dominaient et on avait droit à un carnivore avec des canines surdéveloppées, le Thylacosmilus, qui ressemblait beaucoup au smilodon, le fameux tigre à dents de sabre, grand fauve nord-américain. Leur rencontre durant le grand échange interaméricain sera d'ailleurs fatale au Thylacosmilus, qui s'éteindra il y a environ 3 millions d'années. Le smilodon suivra avec la mégafaune de la fin du Pléistocène, il y a environ 10 000 ans, lorsque la dernière période glaciaire s'achèvera. Je peux faire une parenthèse ? Fais-toi plaisir. Les marsupiaux sont cependant limités dans leur forme par rapport aux placentaires à cause de leur mode de reproduction particulier. En effet, lorsque le petit naît, prématuré, il doit se hisser à la force des bras, si je puis dire, jusqu'à la poche de sa mère, la marsupie ou marsupium, où il finira son développement. Cela leur interdit donc une trop grande transformation ou spécialisation des membres antérieurs. Aussi, il ne peut y avoir de marsupial avec des ailes ou des nageoires, contrairement aux placentaires qui n'ont pas ce problème. Merci, Capitaine Chiant! Bien, ça me fait une transition. Autre exemple de convergence, la ressemblance entre le requin, l'ichthyosaure, un reptile marin du Mésozoïque, et le dauphin. Leur forme hydrodynamique est liée au fait qu'ils vivent dans le même environnement, qui est le milieu aquatique. Ouais. Dans ta face, Captain Obvious. Donc, ils sont soumis aux mêmes contraintes physiques. À côté de ça, ils sont très différents dans leur structure interne, leur physiologie, leur reproduction, leurs aptitudes sensorielles, leur comportement et même leur façon de se déplacer. Les requins et les ichthyosaures nagent latéralement avec leur nageoire caudale. Les dauphins, eux, font des mouvements verticaux. Bon, je vous préviens d'avance, si vous êtes allergique à la systématique phylogénétique,
Vous allez pas du tout aimer la suite. Moi par contre, j'adore la classification. Ah, j'aime bien les petites cases. Et sortir des noms compliqués. Les ichthyosaures sont un groupe éteint de diapsides, plus proche des lézards que des dinosaures d'ailleurs, qu'on range dans le clade des sauropsides. De leur côté, les dauphins sont des cétacés, donc des mammifères que l'on classe dans les synapsides. Du coup, ces deux groupes étant des tétrapodes amniotes, ichthyosaures et cétacés descendent d'animaux terrestres retournés secondairement dans l'eau, d'où une respiration aérienne via des poumons. Les requins, eux, en tant que chondrichthiens, ou poissons cartilagineux, n'ont jamais quitté l'eau, d'où une respiration branchiale. Ils sont issus d'un groupe très ancien. Ils sont donc très éloignés des tétrapodes, car séparés d'eux et de tous les autres ostéichthiens, ou poissons osseux. Et ce, depuis le Silurien, soit il y a plus de 400 millions d'années. Pour conclure cet épisode, on va revenir sur la différence entre analogie et homologie. On va prendre l'exemple de l'aile chez le ptérosaure, un groupe de reptiles volants éteints durant la crise catée, l'oiseau et la chauve-souris, qui je le rappelle est un mammifère. Ce caractère est dit analogue, car apparu indépendamment chez ces trois groupes et non issu d'un ancêtre commun, qui devait être un reptile tout à fait terrestre avec des membres antérieurs non spécialisés. Ayant la même fonction, celle de voler, ouais, je sais, je révolutionne la science chaque jour, ces organes se ressemblent fortement. Pourtant, à y regarder de plus près, ils ne sont pas vraiment foutus pareils, entre plumes et membranes de peau, doigts atrophiés ou au contraire hypertrophiés. En revanche, ils peuvent être considérés comme un caractère homologue en tant que membre antérieur justement, car pour le coup venant de l'ancêtre commun de tous les tétrapodes. Ils présentent alors la même structure osseuse de base, notamment quel que soit le groupe et quelle que soit la fonction du membre. Humérus, radius, ulna, carpe, métacarpe, phalange. Aussi retrouve-t-on le même plan anatomique dans une nageoire de manchot, une aile d'autruche et une aile de pigeon, ou encore dans une nageoire de baleine, une aile de chauve-souris et un bras humain. Dis-moi, combien j'ai le doigt, là? Le pingouin, qui appartient à la famille des alcidés et à l'ordre des charadriformes, est un oiseau marin palmipède qui utilise ses ailes pour nager sous l'eau. Mais bien que l'on observe sous ses ailes la présence de cette structure osseuse appelée squelette, le pingouin ne possède pas de doigt à proprement parler.